Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Oser entreprendre, comment se lancer? Pourquoi se lancer? Pourquoi il ne faut pas hésiter au programme aujourd'hui? Alors on va parler des indiscrets du magazine Entreprendre. Notre partenaire, nous allons découvrir les nouvelles de la semaine du monde de l'entreprise. Votre grand témoin d'exception d'ailleurs aujourd'hui. Absolument, c'est Laurent Tapie, président de Delage Automobile, qui vient de lancer la production de son hypercarte Delage D12 et on va en parler. Et surtout sur Sud Radio, parce que Sud Radio aime l'automobile et puis les essentiels de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Oui, quel compromis trouver entre vie professionnelle et vie personnelle après Covid? C'est un vrai sujet. Oui, ça c'est vrai que c'est compliqué de choisir en ce moment. Tout de suite, les indiscrets du magazine Entreprendre. Thomas, en partenariat donc avec ce magazine, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. On va commencer par évoquer la diversification de Michelin, le géant international de l'industrie du pneu. Absolument, sous l'impulsion de Florent Ménégo, son PDG, Michelin veut réduire sa dépendance aux pneumatiques en ramenant sa part à 70-75% de son chiffre d'affaires d'ici 2030. Pour cela, Michelin va investir dans le médical, l'aéronautique et l'aérospatial. En parallèle, ils viennent d'acquérir le groupe Flex Composite spécialisé dans les matériaux et tissus de haute technologie pour 700 millions d'euros. Oui, c'est un plan d'investissement important. Vous allez nous parler aussi du leader français de la confiture, tout autre sujet, qui s'est mué en géant de l'agroalimentaire. C'est Andros. Absolument, qui ne connaît pas Bonne Maman, Mamie Nova, Pierre le Gourmand. Je ne vais pas lancer à faire les marques toutes. Elles sont énormes. C'est des Madeleine de Proust pour nous. Absolument. Alors cette entreprise fondée en 1959 près de Rocamadour pèse quand même aujourd'hui 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 9600 collaborateurs. Alors il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, il générait 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors l'envol date pour Andros de 1971 avec la création d'une marmelade estampillée Bonne Maman. Marmalade, exactement. Alors le succès est tel que la marque part à la conquête des États-Unis et il passe par des acquisitions, les biscuits Saint-Michel, Mamie Nova dont j'ai parlé et tant d'autres. Ce qui est à noter quand même, c'est que la famille fondatrice détient toujours 100% du capital. C'est un bel exemple de réussite de l'entrepreneuriat à la française. De réussite et de résilience en plus. Et puis on termine avec François-Henri Pinault qui vient d'accueillir la plus grande agence de stars du monde. De quoi il s'agit? D'abord, on rappelle quand même que Pinault, c'est Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, la maison de vente Christie's, Deezer et j'en passe. Il vient d'investir pour 7 milliards de dollars, entendez bien 7 milliards, dans le capital de la société Creative Artist Agency, fondée en 1975. Du coup, il se retrouve à la tête d'un portefeuille de vedettes parmi lesquelles Brad Pitt, Tom Hanks, Beyoncé ou encore Justin Bieber. Ça va lui permettre de bien mettre en avant ses marques de luxe. Joli jeu de cette famille et jolie écurie. Tout de suite, on accueille Thomas, votre grand témoin, le témoin de la semaine. On est avec Laurent Tapie, président de Delage Automobile. Bienvenue sur Sud Radio, Laurent Tapie. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Je vous avais reçu il y a 3 ans, Laurent Tapie, au micro de Sud Radio. Vous étiez sur le lancement de votre hypercarte Delage D12. On va en parler en quelques instants, mais je souhaite qu'on entende d'abord l'entrepreneur avant tout. Bernard Tapie, votre père nous a quittés il y a presque 2 ans. Il disait que vous aviez toutes ces qualités sans ces défauts. La promesse était donc assez forte pour commencer dans le métier. Est-ce que vous pensez que cela vous a aidé ou entravé dans votre carrière d'être son fils? Je pense que ça m'a aidé, mais pas du point de vue du regard des autres, parce que quand vous êtes entrepreneur, ce sont vos actions qui déterminent votre succès ou votre échec, c'est pas le regard des autres. Ça m'a aidé parce que j'ai pu apprendre un peu du métier en l'observant. Et puis ça m'a donné l'envie. On reproduit souvent le schéma paternel, les fils d'acteurs deviennent souvent acteurs. Moi j'ai vu mon père entreprendre et j'ai vu qu'il aimait ça et ça m'a donné l'envie et je crois qu'elle était en moi de toute façon. Je suis convaincu qu'il y a un gène de l'entrepreneur, si vous voulez. Donc globalement ça m'a aidé. Alors vous avez une dizaine d'années, quand il est devenu le symbole dans les années 80 de la réussite en France de l'entrepreneuriat. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Des souvenirs fantastiques. Surtout que c'était le début de son ascension dans le sport. Donc il y a eu le Tour de France qui déjà était assez génial, mais c'est surtout l'OM. Avec Bernard Hinault, Greg LeMond. Exactement, mais c'est l'entrée dans le football, c'est les premières années de l'OM, les recrutements. Je l'ai vu grandir dans l'OM au sens où au départ il était spectateur, comme il n'était pas spécialiste, il avait pris les meilleurs, il avait pris Michel Hidalgo, Gérard Banide et il les laissait faire. Et puis comme toujours, il apprend très vite, donc au bout de 2 ans, il considérait qu'il avait à peu près compris. Il faisait les feuilles de match. Et à partir de 2 ans, oui. C'est-à-dire que quand après il a pris Gérard Gilly, qui était l'entraîneur de l'équipe 2 des jeunes,
sans rien minimiser à ses mérites, parce que c'était un très très bon entraîneur, Gérard Gilly, très bon en psychologie en particulier, mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment lui qui se mêlait de tout, de l'équipe, de l'organisation de jeu, etc. Laurent Tapie, on va parler de vous maintenant. Vous avez ressuscité Delage en 2019. Votre ambition était de vendre 30 véhicules sur 5 ans, c'est ce que vous étiez venu nous dire, sachant qu'un exemplaire vaut quand même 2 millions d'euros hors taxes et hors option. Êtes-vous en train d'y arriver ? Alors, il faut être toujours très prudent et jamais crier victoire trop tôt, mais je pense que je suis en train d'y arriver puisque j'ai quasiment un quart de la production qui est déjà réservée, alors que j'ai commencé la commercialisation il y a moins d'1 an et que j'ai même pas encore la voiture homologuée. Donc j'ai en plus pas mal de prospects qui attendent l'homologation de la voiture, qui sera normalement obtenue au cours du premier semestre 2024, j'espère même au cours du premier trimestre. Et derrière, je pense que ça va accélérer les ventes. Et aujourd'hui, on est déjà rentable comptablement. On n'est pas encore ce qu'on appelle cash flow positif, mais comptablement, on est déjà rentable. Repreneur ou créateur d'entreprise, vous avez fait les deux ? J'ai fait les deux, mais j'ai fait beaucoup plus créateur que repreneur. J'ai repris une seule entreprise, en fait. Alors, justement, pour nos auditeurs, entrepreneurs en herbe ou pas, vous préconisez quoi ? Plutôt création, plutôt reprise ? Je pense qu'il vaut mieux commencer par une création, parce que aller directement dans de la reprise, c'est très compliqué. Il faut avoir de l'expérience pour la reprise. Alors qu'avec la création... par définition, il faut bien qu'il y ait une première qui soit créée, donc vous pouvez ne pas avoir d'expérience. Et vous allez vous faire votre expérience avec la première entreprise que vous allez créer. Quelle est la grande qualité que vous pensez qu'on doit avoir quand on est un entrepreneur ? De très loin, la résilience. La résilience. La résilience. Pas la passion. La passion... Pourquoi je vous pose la question ? Parce que, pardon, je vous interromps. La semaine dernière, nous avions avec nous Serge Triano qui, lui, parlait de passion. Donc c'est pour ça que je viens vous demander si vous partagez pas ce point de vue. Pour moi, la passion, elle n'est pas dans l'activité d'être entrepreneur, elle est dans l'activité après que fait votre entreprise. J'ai eu des entreprises dans des domaines variés en ce qui me concerne. J'ai fait du rachat de crédit, j'ai fait du pari sportif, là je fais de l'automobile. J'avais aucune passion pour le rachat de crédit en tant qu'activité. J'aimais beaucoup le pari sportif puisque j'étais moi-même un parieur professionnel pendant un moment et j'adore l'automobile. Aujourd'hui d'ailleurs, là j'ai enfin trouvé ce qui me plaît le plus. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai pas l'impression de travailler. Vous avez de la chance, ouais. Voilà. Mais quand on est vraiment sur l'objet de sa passion, on n'a pas l'impression de travailler. Laurent Tapie, il y a évidemment une actualité qui entoure votre famille. Il y a une série qui retrace la vie de votre père et qui vient de sortir sur Netflix. Votre famille y était opposée, très clairement. Vous êtes exprimé dans les médias récemment. De plus, elle a été réalisée par Tristan Seguela, fils de Jacques Seguela, qui était très proche de votre père, très certainement son meilleur ami, ou en tout cas présenté souvent comme tel. J'ai lu des propos de votre mère chez notre confrère du Figaro. Jacques, qui était, on en parle au passé, un ami de toujours, n'a pas réagi. Et il s'avère que dans quelques temps, on va recevoir Jacques Seguela dans Oser Entreprendre. Est-ce que vous lui laissez un message qu'on pourra lui faire écouter ? Non, et puis... il peut pas réagir parce qu'il est dans une situation impossible. D'abord, son fils est un adulte et il a passé les 40 ans. Il n'a pas demandé l'autorisation à son père et il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Il n'en retire pas moins que Jacques Seguela était venu avec son fils pour voir votre père, pour parler de cette série. Non, c'est même pas que Jacques Seguela est venu avec son fils. Tristan est venu voir mon père pour lui dire, parce que Tristan connaissait mon père. Il le connaissait beaucoup moins bien que Jacques, mais il le connaissait et il est venu pour lui dire je veux faire. Il aurait aimé que mon père lui dise oui, vas-y, et qu'il ait un blanc-seing, mais il avait décidé de le faire de toute façon, et ça, moi, je peux pas lui en vouloir, parce qu'on parle d'entreprendre, c'est une démarche entrepreneuriale. Un entrepreneur, personne ne peut lui faire entendre raison s'il veut faire son projet, qu'il y croit, il le fait, et il faut que ce soit comme ça. Mais ce que je lui reproche à Tristan, c'est d'avoir louvoyé, c'est-à-dire d'avoir dit oui, on va t'intégrer dans l'écriture parce qu'on comprend bien que vous voulez avoir un œil dessus, et puis de ne l'avoir jamais fait et avoir tergiversé au lieu de me dire dès le début, écoute, c'est pas possible, on veut avoir notre liberté d'écriture, on peut pas t'avoir. Moi, j'aime bien les situations claires, il n'a pas été clair. Et Jacques, on peut lui en vouloir de rien. Il peut pas dire à son fils, je t'impose de ne pas le faire. Et vis-à-vis de nous, il était emmerdé. Donc, il a été dans une situation inconfortable pendant des années avec cette histoire. On essaiera de recueillir son point de vue. Merci Laurent Tapie. Merci à vous Laurent Tapie. Puis on vous réinvitera aussi pour parler de Delage, notamment dans Les Vraies Voix qui font rouler la France avec Cécile de Minibus. Pourquoi pas. À la prochaine étape. Avec Tout plaisir. de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat.
Thomas Binet, chaque fois on répondra à une question qu'on pourrait se poser quand on entreprend. Oui. Comment créer une harmonie entre vie personnelle et vie professionnelle? C'est de ça que vous voulez parler aujourd'hui. Oui, Jean-Marie, car c'est un sujet qui a pris une place majeure dans la réflexion des salariés, mais également des employeurs depuis la Covid. Beaucoup de choses ont changé depuis. Prenons un exemple, le recours au télétravail a dans beaucoup de cas fait voler en éclats la frontière entre espace pro et professionnel. Alors à quoi aspirent les salariés, indépendants et entrepreneurs? Un sondage réalisé en juillet dernier sur LinkedIn en partenariat avec Le Parisien nous éclaire un peu plus sur ce sujet. Alors justement Thomas, quels sont les principaux leviers qui contribuent à l'équilibre entre le professionnel et le personnel? Pour les actifs, 2 points ressortent fortement de cette étude. 50% des collaborateurs jugent que les horaires flexibles permettent cette harmonie et 42% considèrent que le télétravail donne un meilleur équilibre. Bon, alors on a une nouvelle organisation qui voit le jour, c'est ça? Exactement, alors on assiste à un véritable changement de culture en très peu d'années. Il est assez peu probable que revenions totalement au temps d'avant 2020. Au mieux, il y aura un léger rééquilibrage, la technologie facilitant ces transformations. Alors on observe que 47% des sondés investissent leur temps libéré pour eux-mêmes, exclusivement, et leurs loisirs, 36% pour leur famille, 13% pour un projet personnel et seulement 4% pour s'engager dans une association. Bon, écoutez, c'est bien noté. Merci à vous Thomas Binet. On va vous rendre à votre temps libre, mais alors pas tout de suite, parce qu'on vous retrouve dans un instant pour Oser investir. Merci.